Avec moins de calories et sans cholestérol. Pour cuisiner sain et léger. Alpro Soja, c'est une décision. C'est très officiellement le 16 mai que Nicolas Sarkozy deviendra président de la République. Jacques Chirac lui cédera son siège à ce moment-là. Hier, celui qui est encore le président de l'UMP a savouré son succès place de la Concorde à Paris. La défaite de Ségolène Royal suscite des tensions au sein du PS français. Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et d'autres contestent le leadership de François Hollande, mais aussi de Ségolène Royal. Et toujours à propos de ces élections, pour la première fois de violentes manifestations suivies le scrutin présidentiel. Des manifestations anti-Sarkozy ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Plus de 700 voitures incendiées, près de 80 policiers blessés et 592 arrestations. Autre violence, mais chez nous, lors d'une manifestation de Flamingant hier à Rode-Saint-Genès, des policiers ont été contraints par des manifestants de relâcher 2 personnes qu'ils avaient arrêtées. Le concours Reine-Elisabeth est l'un des grands événements culturels dans notre pays. Il sera diffusé sur la RTBF et sur Arte Belgique. 73 pianistes vont s'affronter. Présentation dans le journal. Bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy sera le 6e président de la 5e République. Il a été élu par 53,06% des voix contre 46,94 à Ségolène Royal. 6% de différence entre les deux. C'est un score sans appel. Un peu plus de 2 millions de voix de différence. Élu pour 5 ans, Nicolas Sarkozy va devoir s'engager et gagner aussi la bataille des élections législatives. Il a quitté ce matin Paris afin de se reposer dans un lieu tenu secret. Certains parlent de la villa de l'acteur Christian Clavier sur l'île de Corse, d'autres évoquent un monastère. Ce matin, en tout cas, sa femme Cécilia et son fils étaient avec lui. La passation de pouvoir avec Jacques Chirac aura lieu le 16 mai. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy se choisira Premier ministre. Depuis hier soir, l'homme savoure son triomphe. Marianne Claric. Il est un peu plus de 20 heures. En voiture, Nicolas Sarkozy, le vainqueur, rejoint la salle Gaveau où il donnera son premier discours. À ses côtés, ses belles-filles, mais pas Cécilia, son épouse. Dans les rues de Paris, c'est la course-poursuite. Les caméras de télévision, les journalistes suivent le cortège en quête d'une petite phrase. Monsieur Sarkozy, un petit mot en direct sur TF1. Un petit mot. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Allez, reculez. Attention derrière. Attention derrière. Salle Gaveau, QG de campagne, à chaque étape, c'est le délire. À pied, c'est chaud. Tous veulent le toucher, lui parler. La police essaye tant bien que mal de calmer le jeu, mais les pro-Sarko sont indisciplinés. La France de l'ordre, ce sera pour plus tard. Vers 21h, dîner au Fouquet's, en compagnie de ses proches. Ici encore, c'est la bousculade. Là, c'est une cohue incroyable. Et toujours pas de Cécilia. Où est-elle, Madame Sarkozy? Elle a toujours dit qu'elle n'entrerait pas dans le moule. Première dame? Bof, ça me rase, a-t-elle déclaré un jour. 23h, la place de la Concorde est chauffée à blanc. Le futur président arrive par les coulisses. Tel une rockstar, il va monter sur scène. Heureux, il embrasse ses amis musiciens. Et à ses côtés, Cécilia, enfin, est arrivée. Chers amis, j'en ai vu dans ma carrière politique des victoires. Mais la victoire n'est belle que si elle est généreuse. La victoire, ce n'est pas la revanche. La victoire, c'est l'ouverture. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Ce soir, pour ses fans, Sarkozy et Nicolas, et lui, il sourit. Décidément, le style est neuf, proche des gens et loin, très loin de la République de Jacques Chirac. Et pour analyser cet événement politique, on retrouve à Paris en direct Nathalie Maheu. Nathalie, on peut dire que dans la presse, c'est littéralement Sarko à la une et seul le quotidien de gauche, Libération, se montre sévère.
Et oui François, un mot, 3 lettres, dur. C'est le titre du quotidien Libération, Libé, qui il est vrai tout au long de la campagne a appelé les électeurs à voter massivement pour la candidate socialiste, pour Ségolène Royal. Changement de ton, par contre, si l'on prend le quotidien Figaro, traditionnellement de droite, quotidien qui souligne l'éclatante victoire de Nicolas Sarkozy, le candidat de l'UMP. Et puis si l'on prend Le Monde, eh bien il écrit tout simplement qu'une fois élu président, Sarkozy a promis l'ouverture et c'est vrai que dès hier soir, le nouveau chef d'État a précisé qu'il serait le président de tous les Français. Sa première déclaration, Nicolas Sarkozy l'a tenue en la salle Gaveau, c'est tout près du QG de l'UMP et il s'est engagé à mettre en œuvre le changement, un changement qu'il a promis tout au long de sa campagne. Pascal Bustamante. À peine élu, Nicolas Sarkozy se rend salle Gaveau pour s'adresser d'abord à ses partisans. Mais il a également un mot pour sa rivale malheureuse. Mais ma pensée va à Madame Royal. Je veux lui dire que j'ai du respect pour elle et pour ses idées, dans lesquelles tant de Français se sont reconnus. Nicolas Sarkozy se veut le président de tous pour mettre en œuvre son programme. Je vais donc réhabiliter le travail, l'autorité, la morale, le respect, le mérite. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Je vais en finir avec la repentance, qui est une forme de haine de soi. Sur le plan international, la longue amitié de la France avec les États-Unis est elle aussi évoquée avec un bémol. Une grande nation, comme les États-Unis, a le devoir de ne pas faire obstacle à la lutte contre le réchauffement climatique, mais au contraire de prendre la tête de ce combat, parce que ce qui est en jeu, c'est le sort de l'humanité tout entière. La France fera de ce combat son premier combat. Comme il l'a annoncé, l'ex-candidat, le futur président, se retire quelques jours pour, selon ses propres termes, habiter sa nouvelle fonction. Un petit point d'analyse à présent avec notre invité, Jean-Daniel Lévy, politologue. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre ce discours de Nicolas Sarkozy. Il a décidé de réhabiliter certaines valeurs. Ça, c'est pour les paroles. Il va falloir les traduire dans les actes. Est-ce que ce sont réellement de grands changements en perspective? En tout cas, c'est là-dessus qu'il a été élu. Les Français se sont mobilisés massivement, ont participé et ont hier voté très fortement en sa faveur. En connaissant Nicolas Sarkozy, il est à l'exercice des responsabilités depuis 2002 en tant que ministre de l'Intérieur et ministre des Finances, toujours dans l'action. Il a fait campagne sur le changement, sur la rupture et hier encore, il a indiqué qu'il n'avait pas oublié ses promesses de campagne. Il faut donc s'attendre à de forts changements dans la société française. Des méthodes énergiques, comme il l'a annoncé? Des méthodes en tout cas énergiques, volontaires, dynamiques, qui font et son succès et une raison des craintes également d'une partie de l'électorat aujourd'hui français. Il a toujours indiqué qu'il voulait aller vite, qu'il voulait aller fort et qu'il voulait bousculer un certain état d'esprit de la société française. C'est probablement une des conditions de la réussite de Nicolas Sarkozy. Et vous l'avez dit, les Français ont voté massivement en sa faveur et il l'a dit lui-même, je ne vous décevrai pas. On verra effectivement cela dans les actes. Ce que Nicolas Sarkozy a dit également hier lors de son discours, c'est qu'il avait du respect pour son ex-rivale Ségolène Royal, du respect pour elle, pour ses idées également. Ségolène Royal qui, par contre, au sein de son propre parti est pour l'instant l'objet de vives critiques. La gauche est apparue nettement divisée dans l'attitude déjà. On a vu hier une Ségolène Royal très souriante et voilà qui contrastait nettement avec les mines plutôt déconfites des éléments du parti à gauche. Pour l'instant, l'heure est plutôt au règlement de compte. On voit cela avec Sylvie Duquesnoy. Elle a perdu, elle le sait, elle est pourtant tout sourire. Mais hier soir, Ségolène Royal est surtout une femme pressée. Elle prend la parole moins de 5 minutes après la diffusion des résultats et surfe sur sa défaite. Quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Sans attendre, elle embraye sur les législatives, se positionne et prend tout le monde de court. Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la gauche. Je serai au rendez-vous de ce travail indispensable et j'assumerai la responsabilité qui m'incombe désormais.
Ségolène Royal aux commandes, ça ne plaît pas à tous les éléphants du PS. Son discours à peine fini, Dominique Strauss-Kahn sort les griffes. Je crois que c'est une très grave défaite. La faute à un PS qui n'a pas su se rénover, alors Dominique Strauss-Kahn se pose en sauveur. Il faut maintenant mettre en œuvre ce renouveau. C'est la condition de l'espoir et moi, je suis disponible pour cela. Nous sommes battus. Autre éléphant, Laurent Fabius se verrait bien aussi ramasser les morceaux, mais il la joue en apparence plus collectif. La gauche, c'est le nous, ce n'est pas le je. Très important. C'est ce qu'elle dit beaucoup, Ségolène Royal. Non. Et puis ensuite, il y aura ce que moi j'appelle la gauche décomplexée, une refondation, un rassemblement à faire, et il ne faut pas confondre sa gauche et sa droite. C'est pas la même chose. S'ouvrir, pas s'ouvrir, la gauche se déchire sur la défaite de sa candidate. Reste cette image, Ségolène Royal au balcon et la ferveur de cette foule malgré la défaite. C'est cette ferveur-là qui animait Ségolène Royal ce matin, pas les coups bas, elle minimise. Les couteaux sont sortis au Parti Socialiste? Non, je pense pas. Il faut rester unis, il faut prendre le temps de faire l'évaluation des choses. Moi, je suis heureuse d'avoir donné un message d'espoir. Et ce qu'a insufflé Ségolène Royal, le président du PS ne veut lui pas s'en passer. Je vous l'ai dit, Madame Royal sera bien sûr avec nous dans cette campagne. Une manière de sonner la fin de la récréation. Si Ségolène Royal n'a pas gagné, elle n'est pas non plus hors jeu. Jean-Daniel Lévy, on a là apparemment une vraie crise interne au PS. Il faut dire que c'est la 3e élection présidentielle consécutive perdue. Effectivement, Jacques Chirac réélu 2 fois et là Nicolas Sarkozy qui succède à Jacques Chirac. On est dans une situation un petit peu particulière où pour Ségolène Royal, cette défaite ressemble pratiquement à une victoire. Elle a pris la parole juste après l'annonce des résultats. Elle est revenue devant les militants et en gros, elle s'institue comme étant la prochaine responsable, si ce n'est du Parti Socialiste, en tout cas des prochaines échéances électorales et notamment les élections législatives. Oui, mais ce n'est apparemment pas l'avis que partagent les membres de son parti. Quel est vraiment son avenir politique? Son avenir politique est compliqué dans le sens où elle s'est construite en dehors du parti. Elle n'a pas de force, elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de courant. Elle s'est construite contre le Parti Socialiste avec l'aide des Français ou avec l'aide des militants sans prendre en compte les cadres intermédiaires. Sa situation apparaît comme étant relativement compliquée. Merci beaucoup. On vous retrouve encore dans quelques instants, mais voyons d'abord l'avis des militants socialistes. Il y a eu des pleurs hier, des cris de colère et puis côté UMP, là, c'est clair, on a laissé éclater sa joie. Voici 2 camps pour un contraste d'ambiance, signé Régis Derat et Philippe Antoine. Devant le quartier général de l'UMP, les Marseillaises s'enchaînent avec les chants de victoire bien avant 20h. Ici, la place laissée au doute est infime, pour ne pas dire inexistante. Et lorsque la victoire est officiellement confirmée, l'euphorie se transforme en une explosion de joie. Dans la rue de Solferino, à la même heure, les militants socialistes sont sous le coup d'une douche glacée. Les visages sont graves, les larmes apparaissent. Elle a fait une campagne splendide, elle a été splendide pendant toute sa campagne. Et ceux qui ont voté Sarkozy veulent un gouvernement d'individualisme. Mais elle a été splendide et elle l'est encore. Et merci pour tout ce qu'elle a fait, vraiment. Merci. Dans la foule déçue, les sympathisants de Ségolène Royal dénoncent. La presse partisane a roulé, disent-ils, pour Sarkozy. Je suis en colère, ouais. Je suis en colère contre ces médias de bruit, ces médias pourris, ces gens comme Patrick Poivre d'avant, ces gens comme des gens de LCI surtout, Écoute, je dis ce que je veux, Moi, je suis prêt à mourir pour Ségolène Royal. Rue de la Boétie, on ne croise que des sourires, certains plus expressifs que d'autres, et sur pratiquement toutes les lèvres cette envie de croire que les promesses seront tenues. Il doit respecter tous ses engagements pour qu'on soit vraiment fiers de lui jusqu'au bout. Vous croyez qu'il va le faire? Je l'espère. J'ai très envie d'y croire. On va devoir être exigeant et dans tous les sens. À la fois du côté des réformes qu'il doit faire et du côté des dérives qui sont toujours possibles et pour que la France reste unie. Dans les couloirs du siège du PS, la tension monte entre services de sécurité et journalistes. Tu te détends. Oui, je suis très détendu, c'est toi qui es pas détendu. Parce que moi je vais te détendre. Je suis très détendu. Ok. Alors tu te calmes. Ségolène Royal fend la foule, la meute à ses trousses, elle s'engouffre dans l'ascenseur,
Et puis, elle apparaît sur la terrasse du bâtiment du parti. Et nous allons construire ensemble le renouveau qui nous conduira vers les victoires futures. Putain, on a gagné ce soir autre chose. Vous dites on a gagné autre chose, monsieur, vous parlez de quoi? Ah bah c'est la première fois que le Parti Socialiste ne se barre pas en courant après une défaite. Ce soir on est dans un autre mouvement, on va vraiment de l'avant. Et là on va les faire chier jusqu'au bout pour que leur programme ne passe pas. Ce qui est déjà passé au siège de l'UMP, c'est l'invitation aux militants de se diriger vers la place de la Concorde. Quant à savoir si le programme de Nicolas Sarkozy pourra être appliqué. Nous avons demandé des moyens, maintenant nous avons une obligation de résultat. Et nous sommes engagés sur une baisse de moitié du chômage, redresser les dépenses publiques, de prendre le contrôle de l'État, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, etc. Toutes ces choses qu'on a dites avant et qu'on va faire. Au même moment, Ségolène Royal a demandé la musique et la musique fut. La foule décolle et danse. On est triste, mais il ne faut pas se laisser abattre. Il y a les élections législatives dans un mois et... C'est rare de voir une défaite en chantant, en dansant quand même. Mais il faut bien garder espoir, sinon on rentre se coucher et on va pleurer. Donc Regonflés à bloc, les socialistes se sont fixés un nouvel objectif, les législatives du mois prochain. Et puis, autre réaction, plus dure, celle-là, place de la Bastille notamment. On a assisté à de violents incidents entre manifestants anti-Sarkozy et forces de l'ordre. Incidents aussi dans plusieurs grandes villes françaises. Et ça, c'est du jamais vu un soir de présidentielle. Image commentée par Laurence Brex. Justice nulle part, police partout, un slogan repris en chœur par 2000 personnes rassemblées hier soir place de la Bastille. Ça commence par de petites provocations qui vont rapidement dégénérer, le ton monte assez vite. Bouteilles, pavés, chaises, tout est bon pour viser la police et derrière elle, Nicolas Sarkozy lui-même, bien entendu. Ce nouveau président et son programme font peur, les autopompes se chargent de disperser les récalcitrants. La police asperge aussi de gaz lacrymogène les manifestants qui refusent de partir. Certains jeunes s'en prennent aux vitrines des magasins. Un policier est blessé. Un peu plus loin, une moto et une camionnette ont été incendiées. Des images qui en rappellent d'autres évidemment, celles des banlieues en feu en automne 2005. Hier soir, plus de 700 véhicules ont été brûlés à travers la France. Les premiers bilans officiels en donnaient environ la moitié, minimisant les incidents de la nuit dernière. En fin d'après-midi, on apprendra finalement que 592 personnes ont été arrêtées hier soir. La plupart des affrontements ont eu lieu dans les centres des grandes villes et non dans les banlieues. Comme par exemple ici à Marseille où les manifestations anti-Sarkozy ont dégénéré en affrontement avec la police. Au total, 78 policiers et gendarmes ont été blessés hier soir. Et cet après-midi, Isabelle Euyzen s'est rendue en banlieue parisienne, à Mantes-la-Jolie, théâtre d'émeutes en 2005. Alors, comment réagit-on là à l'élection d'un président de droite, une droite plus radicale que celle incarnée par Jacques Chirac? Tout de suite, reportage. Mantes-la-Jolie, côté face, on se dit que la ville ne porte pas trop mal son nom. Mais il y a aussi Mantes-la-Jolie, côté pile. À quelques kilomètres de la collégiale, c'est la cité du Val-Fouré. 52 ethnies, 50% de chômeurs. Ici, la population s'est massivement mobilisée grâce à Ali Madani. Pendant 2 ans, il a mené campagne pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales et ça a marché. Nous avons dit à nos jeunes que la meilleure façon de s'exprimer était d'avoir sa carte d'électeur. Et ça a été un sujet qui a été suivi par tous nos jeunes. Et c'est très bien comme ça. Ici, Ségolène Royal a obtenu 82% des voix. Alors, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy, la cité se sent un peu groggy. C'est pas le fait que Ségolène soit au pouvoir que ça va améliorer certaines choses, mais on se disait que c'était plus le ministre. En fait, c'était un référendum anti-Sarkozy, c'est-à-dire anti. C'est même pas son programme, on n'a même pas regardé son programme, c'était l'homme. Entre bravitude et racaille, nous on avait choisi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, elle ne sait pas parler, oui là, mais nous on était inquiets parce que quand vous fermez les yeux, Ségolène Royal elle a perdu aussi parce que c'est une femme, il ne faut pas l'oublier. Moi je préfère Ségolène Royal. Il a dit qu'il va donner des papiers à personne. Voilà.
Il y a eu de petits incidents hier soir, rien de bien grave. Mais la cité pourrait-elle s'embraser à nouveau? Les avis divergent. Sarko, en fait, a dit qu'il l'avait au Karcher et en fait, j'ai peur de ça et j'ai peur que les cités vont brûler, quoi. Beaucoup en tout cas voudraient donner tort à Nicolas Sarkozy. Ministre de l'Intérieur, il avait dit de cette zone qu'elle était l'une des plus criminogènes de France. Et la victoire de Nicolas Sarkozy, on l'a dit, elle est très nette et cela se confirme si l'on analyse le vote géographiquement parlant. Ségolène Royal arrive en tête seulement dans le centre, le sud-ouest et la Bretagne, mais dans une grande partie des départements, 70 sur 104 pour être précis, Nicolas Sarkozy l'emporte sur sa rivale. Dans tout le quart nord-est de la France d'ailleurs, un seul département échappe à la vague bleue, c'est le Pas-de-Calais, là où s'est rendu Gorian Delpature. Les urnes d'Arras sont de retour à la mairie. Elles y resteront jusqu'aux élections de juin. C'est d'elles que la vérité est sortie hier. Et la vérité des urnes, c'est celle-ci. Un nord de la France totalement bleu et un seul département rose royal, celui du Pas-de-Calais. Si l'Élysée est à droite, c'est toujours un vent de gauche qui souffle sur ce département. Royal s'y est imposé avec 52,68% des voix. À la rédaction de La Voix du Nord, on ne s'en étonne pas, c'est traditionnel. Le Pas-de-Calais est historiquement ancré à gauche. Par le passé même, il y avait de forts bastions communistes qui petit à petit se sont quand même effondrés comme un peu partout. Mais le Parti socialiste a réussi à garder le cap et à maîtriser un peu ce département. D'autant que ce département est la deuxième fédération socialiste au plan national. Ce qui est plus étonnant par contre, c'est que le nord de la France tout entier, plutôt à gauche, est viré à droite. Principale raison, l'électorat de gauche n'est plus là. La culture ouvrière a fortement diminué. Bon, avec le chômage, la disparition des mines, enfin, il y a tout un système qui a disparu. Hein, donc c'est à peu près logique qu'on ait ces résultats. Après une petite enquête absolument non scientifique dans les rues d'Arras, il semble que le succès de la droite dans le Nord tienne plus à son candidat qu'à son orientation politique. Je ne pense pas que ce soit une question de clivage gauche-droite, mais essentiellement une question de candidat. Sarkozy, je pense qu'il a été plus convaincant que Ségolène Royal dans ses propos, dans son discours. Selon un sondage Ipsos, le discours de Sarkozy a convaincu une majorité d'agriculteurs, de commerçants, de personnes âgées et d'habitants des petites villes. Celui de Royal, plutôt les employés, les ouvriers et les chômeurs. Et un dernier mot d'analyse à présent avec notre invité Jean-Daniel Lévy. Voilà une campagne qui s'est achevée, mais une autre commence. Effectivement, commence dès aujourd'hui la campagne pour les élections législatives, avec pour la droite l'ambition bien évidemment d'apporter le maximum de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir soutenir l'action de Nicolas Sarkozy. Ils sont aujourd'hui plutôt majoritaires, en tout cas dans les sondages d'intention de vote. Pour la gauche, la volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas la totalité des pouvoirs qui soient laissés à la droite. Et puis, entre les deux, le nouveau parti, le parti de François Bayrou, qui a la volonté de pouvoir se créer une place, de pouvoir émerger face à la droite et face à la gauche. Ils ont aujourd'hui plutôt un rôle de trouble-fête que véritablement de capacité à pouvoir complètement bouleverser la donne politique. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy. Et bien voilà, Nicolas Sarkozy est élu, mais il doit à présent gouverner et son nouveau rôle de président, officialisé le 16 mai prochain, ce nouveau rôle devrait l'emmener en priorité à Bruxelles. Bruxelles où l'on vous rejoint tout de suite, François. Merci Nathalie. Il est vrai que chez nous, on a les yeux aussi braqués sur ce que dit Nicolas Sarkozy. Bruxelles, la capitale de l'Europe, et après le nom à la Constitution européenne de 2005, le futur président de la République a annoncé que la France était de retour en Europe. Michel Hélas. L'Europe doit entendre la voix des peuples qui veulent être protégés, a déclaré hier Nicolas Sarkozy. À Bruxelles, José Manuel Barroso ne lui a pas répondu. Je connais bien Nicolas Sarkozy. Je connais bien sa volonté de faire, sa volonté d'agir. Je sais bien l'enthousiasme qu'il a, bien sûr pour son pays, mais aussi pour notre Europe. José Barroso n'a pas pu éviter la confrontation sur la Turquie. Nicolas Sarkozy est un farouche adversaire de son adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne négocie avec la Turquie sur la base d'un mandat qui a été décidé à l'unanimité par les États membres. Au cas où un ou plusieurs États membres veulent remettre en cause ou changer ce mandat, ils doivent bien sûr en assumer l'initiative et les conséquences.
Angela Merkel, la présidente actuelle du Conseil européen, s'est également félicitée de ce choix des Français. J'ai souhaité à Nicolas Sarkozy beaucoup de succès et je crois que la coopération avec lui sera très bonne. Elle pense sûrement au projet d'un traité européen simplifié qui permettrait de tourner la page du non français lors du référendum sur la Constitution européenne. Et on vient d'apprendre que Nicolas Sarkozy a choisi Malte pour sa retraite qui devrait durer quelques jours, et ça donc après sa victoire à l'élection présidentielle. Je vous propose à présent de voir et d'entendre les réactions politiques chez nous après l'élection justement de Nicolas Sarkozy. Alain Drumière. Les Belges avec Sarko, pouvait-on lire sur ce drapeau, c'était hier dans la foule à Paris, au milieu des partisans de l'UMP. Le drapeau et le militant viennent de Bruxelles, du MR. Ce matin, au 9e étage du siège, Didier Reynders, ami de longue date de Nicolas Sarkozy, se réjouit sereinement. La campagne démarre, je dis depuis le début, les élections françaises c'est une chose, les élections belges c'est une autre. Tout le monde n'a pas toujours dit cela. Moi je reste convaincu que ce sont deux débats différents. Mais ce qui est peut-être important, c'est que des Belges francophones se sont rendus compte qu'il y avait un choix entre deux projets. Beaucoup ont dit entre un homme et une femme. Je crois que c'est un peu réducteur. C'est deux projets qui s'affrontent. Il y a un projet socialiste d'un côté et un autre projet de l'autre. Là le débat va un peu s'engager de la même façon chez nous. Nous avons sollicité le Parti socialiste, il n'a pas donné suite à notre demande. Les écologistes, eux, gardent le sourire à propos de campagne électorale. Ils désirent recentrer les débats. Ce qui serait d'abord bien, ce serait de commencer notre campagne électorale. Parce que moi j'ai vu plusieurs leaders de partis traditionnels aller faire campagne en France en essayant de surfer sur l'éventuelle victoire soit de Ségolène, soit de Nicolas Sarkozy. Pendant ce temps-là, il est difficile d'avoir des débats de fond dans notre pays. De son côté, le CDH se réjouit du bon score de François Bayrou et de l'émergence du centre. Si les problèmes de fond peuvent être les mêmes, les problèmes de société, nous, notre configuration politique est largement différente. Je pense qu'on a plusieurs années d'avance peut-être sur la France, puisque nous, on a compris depuis longtemps qu'il ne fallait plus opposer un grand bloc de droite et de gauche comme au XIXe siècle, et qu'il y a d'autres partis qui représentent d'autres sensibilités, et que c'est dès lors beaucoup plus pluriel et pluraliste. Alors moi, je suis très heureuse de voir s'il peut y avoir une influence, que c'est que les Français ont compris qu'il pouvait y avoir un centre fort. Le 10 juin prochain, nos voisins français, eux aussi, se rendront aux urnes pour élire leurs députés. Les interférences entre les campagnes ne sont peut-être pas terminées. Et les Français de Belgique ont également voté pour Sarkozy à 54%. Pour Nicolas Sarkozy, ce sont les Français de Bruxelles, en fait. Un signe encourageant pour le libéralisme. C'est ce qu'a affirmé Didier Reynders en présentant la liste MR pour l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde, qui sera menée par le président du FDF, Olivier Minguin. François-Xavier Dedonnéa occupera la 3e place, Daniel Lucarne la 5e et Jacques Simonet la dernière place suppléante. Les deux premières femmes sont Corinne de Permentier et Florence Reuter. Nous vous parlions hier de cette manifestation d'extrémistes flamingants à Rhodes-Saint-Genès, une manifestation au terme de laquelle un incident particulier a eu lieu. Les policiers ont arrêté 2 personnes, mais face à la pression des manifestants, les forces de l'ordre ont relaxé les 2 personnes qu'elles venaient d'arrêter. Un comportement des forces de l'ordre qui pose question. Le reportage de Benjamin Hannet. Fin de manifestation mouvementée pour 2 militants flamingants. Pour avoir frappé sur les casques des policiers avec leur drapeau, ils sont arrêtés administrativement. Mais alors que le combi qui les a embarqués s'élance, les autres manifestants expriment leur colère. Si bien qu'après quelques minutes de négociation, les 2 hommes sont simplement emmenés à l'écart pour prendre leur identité. Ils sont ensuite tout bonnement relâchés. Des manifestants qui ont frappé des policiers doivent être emmenés et doivent être mis hors jeu. Ce que moi je vais faire naturellement, c'est demander une enquête approfondie aussi bien à la police fédérale qui était responsable de la manifestation qu'à la police locale. Et si il s'avère qu'il y a un problème ou des fautes commises, à ce moment-là, on prendra la mesure qu'il faut. Parmi les manifestants, Frank Van Eck, parlementaire et président du Vlaams Belang. Un élu qui ne facilite pas la tâche aux policiers. Pouvoir, comme parlementaire, comme président de parti, empêcher une arrestation administrative témoigne qu'ils se sentent en phase avec une partie de la société flamande au point de pouvoir empêcher une arrestation administrative normale, même si ce n'est jamais qu'une arrestation administrative. Pour la police, il y a bien eu arrestation administrative et sans cette libération, les manifestants risquaient de créer une émeute. Une version officielle étonnante quand on sait qu'il y avait 550 policiers pour 1000 manifestants.
Il n'empêche, certains slogans de ce rassemblement de Rode-Sainte-Jeunesse ou ce mannequin représentant la bourgmestre de la commune inquiète pour les négociations communautaires à venir. Un dossier à présent, triste record pour les conducteurs de train. Depuis la catastrophe de Pécro en 2001, ils n'auront jamais brûlé autant de feux rouges en une année. L'accident de Pécro qui avait fait 8 morts les avait pourtant conscientisés sur l'importance à respecter les signalisations. Alors nos trains sont-ils plus dangereux que jamais? Alexandre Mittea. 53 feux rouges brûlés en 2006, le chiffre est interpellant, mais la SNCB se veut rassurante. Après tout, 53 feux pour 1,5 million de trains, c'est peu. Mais comment est-ce possible que des trains brûlent des feux rouges? Eh bien, rien ne les en empêche, si ce n'est le conducteur lui-même. Il peut arriver effectivement qu'il y ait une faute d'inattention, non pas parce que, encore une fois, le conducteur ne connaît pas sa réglementation, mais parce que simplement il était peut-être distrait par un ou l'autre événement qui se produit à ce moment-là. Car si un conducteur ne voit pas un feu rouge, il ne se passe rien, sauf si quelqu'un d'autre se rend compte à sa place. Et encore. Les signaleurs qui sont dans les cabines peuvent voir éventuellement un franchissement de signal et peuvent contacter, le cas échéant, le conducteur de train. Aujourd'hui, il n'existe pas de système d'alarme automatique dans la cabine du chauffeur. Dans la cabine du conducteur, non. Lorsque le signal est franchi, c'est la cabine de signalisation qui prend contact avec lui par téléphone et qui lui signale alors à ce moment-là que le signal a été franchi. Mais dans le cas contraire, aucun système généralisé n'empêche le franchissement d'un feu rouge. C'est ce qui a causé le drame de Pécro. Aujourd'hui, une directive européenne impose un système d'arrêt automatique, mais ce n'est pas pour tout de suite. Le train s'arrête automatiquement dans 12% des cas actuellement. En 2009, il s'arrêtera dans 50% des cas et en 2012, dans 100% des cas, il y aura donc un système qui arrêtera le train automatiquement dès qu'il aura franchi un signal rouge. En attendant, 88% des feux rouges brûlés ne déclencheront pas la moindre alarme. On se rassurera en se répétant que le train reste un des moyens de transport les plus sûrs, chiffre à l'appui. Vous l'avez vu en début de journal, ce qui fait la une de l'actualité internationale, c'est bien sûr l'élection de Nicolas Sarkozy, une actualité internationale qui est aussi marquée par le tragique accident d'avion de la compagnie Kenya Airways. Il transportait 114 personnes, il s'est écrasé ce week-end et l'épave a été retrouvée dans le sud-ouest du Cameroun. Un violent orage serait peut-être à l'origine de cet accident. À Washington, la Maison-Blanche met les petits plats dans les grands. La reine Elisabeth II et le prince Philippe sont reçus ce soir par George Bush pour un dîner de gala. La reine a été accueillie au son de 21 coups de canon à la Maison-Blanche. La reine Elisabeth II de Belgique, elle, est toujours à l'honneur grâce au concours réservé cette année au piano. La session 2007 sera diffusée, entre autres, sur la 2 pour la première fois sur Arte Belgique. Présentation, Chantal Lemaire. Les premières mains, celle de Fumi Honda, a effleuré le piano du concours Reine-Elisabeth. La japonaise ouvre l'épreuve avec un programme imposé de 25 minutes, une position délicate que la jeune pianiste a finalement bien vécue. Oui, quand j'ai tiré numéro 1, j'étais tout triste parce que c'est un peu négatif. C'était un peu négatif pour moi. Mais finalement, j'ai pensé que j'avais beaucoup de chance parce qu'avant le mois, il n'y a personne qui joue. Et après elle, 72 candidats, ils vont se succéder durant 6 jours, des candidats venus du monde entier comme cet Américain. Le jury est chargé de choisir 12 demi-finalistes en fin de semaine. C'est un très gros travail et puis il faut se dire qu'on joue tout de même avec l'avenir de jeunes musiciens. C'est donc une responsabilité très grande. C'est le premier jour et le public est déjà présent. Le concours est très suivi, comme si les spectateurs se ralliaient aux longues épreuves des candidats. Les pays comme la Belgique, la Russie, la Corée et la Chine sont particulièrement bien représentés. C'est très impressionnant de voir l'évolution de la technique et de la musicalité des candidats qui viennent des pays d'Asie. Et même de Suisse, tout concours à faire du Reine-Elisabeth un événement, sa très haute exigence à l'égard de prodiges qui savent allier grande maîtrise technique et passion pour le piano. En football, Anderlecht confirme sa forme du moment et reste en tête avec 2 points d'avance sur Genk. Les mauvais blancs se sont largement imposés hier soir contre Beveren avant-dernier et barragiste score fleuve pour les Bruxellois 8-1
avec notamment 3 goals de Boussoufa et 3 autres de Bocani. C'est ce qui s'appelle un festival de buts. En tennis, Justine Henin a remporté son 3e titre de l'année en battant l'Ukrainienne Alona Bondarenko 6-1-6-3. La finale du tournoi de Varsovie avait été interrompue hier par la pluie. Justine Henin s'est imposée ce matin. Elle a déjà remporté le tournoi de Dubaï et le Doha cette année. Et puis en cyclisme, on pourrait dire que ce n'est pas trop tôt. L'Italien Ivan Basso, qui a quitté la semaine dernière son équipe Discovery Channel, a admis son implication dans l'affaire de dopage appelée l'affaire Puerto. Il avait nié jusqu'à présent toute culpabilité. Et puis un chiffre aussi à vous signaler. Les sites internet des quotidiens et de la RTBF ont été pris d'assaut hier. Du côté des télévisions francophones, c'est le site rtbf.be qui remporte la palme avec 463 473 visiteurs uniques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain tout de suite l'Empire des loups avec Jean Reynaud. Juste après, le débat opinion publique présenté par David Lallemand et consacré aux sans-papiers. Bonne soirée, à demain. Ce soir, 20h20, des sans-papiers atrocement mutilés. Jean Reynaud enquête. 22h35, les sans-papiers, un dossier à lire entre les lignes. Minuit, ça chauffe à 50 degrés, mais c'est normal, cette saison. L'Empire des loups, opinion publique, 50 degrés nord. Bonne soirée sur la une. Venez fêter notre 15e anniversaire et découvrez la nouvelle attraction Crush's Coaster à Disneyland Paris, là où les rêves deviennent réalité. Peugeot 207, et tout est plus intense. Extrême 3, 3 lames Wilkinson, 2 plaquettes lubrifiantes. Et totalement flexible. La performance d'un 3 lames sans effort. Extrême 3, le meilleur jetable de Wilkinson. Prenez une soirée entre copines. Ajoutez-y Chiara, qui ne quitte jamais ses enfants, et Giulia, qui, elle, ne quitte jamais son téléphone. Mélangez avec